Merci beaucoup de rester avec nous. Ecomédia TV, votre télévision à vocation économique, vous revient dans ce présent numéro pour parler de la problématique des passations de marchés publics au Sénégal. Quels sont les prérequis? Quels sont les types de marchés? Quels sont les modes de passation des marchés publics ici au Sénégal? Pour en parler, nous avons comme invité M. Ibrahima Sissoko. Bonjour. Bonjour, M. Ba. Alors, vous êtes manager spécialiste en passation des marchés, expert en gestion des contrats et en finances publiques, consultant international en passation des marchés publics. J'ai rien oublié. Non, ça va, c'est bon. Alors, une question assez simple pour démarrer. Quand dit-on qu'un marché est public? Voilà, merci beaucoup, M. Ba. En tout cas, je vous remercie pour l'invitation. Et je remercie aussi donc, les internautes ainsi que les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à travers donc, le Sénégal et au niveau de la diaspora. Merci. Alors, marché public, comme son nom l'indique, c'est public d'abord. C'est l'aspect public qui est là, donc l'aspect de transparence. Voilà, quand on parle public, déjà on fait allusion aux deniers publics, voilà, qui n'a rien à voir avec le privé. Donc le privé, donc, mais tout ce qui touche aux deniers publics donc, est soumis à la passation des marchés. D'accord. Voilà. Alors pour vous paraphraser, c'est un sujet quand même où il y a la mer à boire. Comme Ah oui, les marchés publics c'est énorme, c'est vaste, il y a tellement, bon, ne serait-ce que de la préparation au contrôle, disons qu'il y a beaucoup d'interactions avec les acteurs. Et du coup, c'est quand même quelque chose qui est essentiel, mais très vaste aujourd'hui. Et c'est pourquoi les gens en font même des masters pour les faire en 2 ans. Et ne serait-ce même en 2 ans, on ne peut pas épuiser les marchés publics. D'accord. Ouais. Alors, pour une très bonne compréhension de ceux qui nous regardent, on va s'attarder sur la préparation. Alors, comment se passe cette préparation pour Oui, merci beaucoup. Vous savez, le code sénégalais a évolué d'année en année, de 2007 à maintenant. Aujourd'hui, le code des marchés publics, c'est le décret 2022, donc 2295. 2022, donc c'est le dernier décret aujourd'hui pour le moment du code des marchés publics qui est évolutif. Alors, donc au niveau du code des marchés publics, au niveau des dispositions générales, il est prévu à son article 1er quand même que les règles, il faut la préparation, la passation, le contrôle et l'exécution. Donc c'est phasé. C'est phasé parce que la préparation, déjà, c'est là-bas où, du point de vue planification, que tout est fait. Parce qu'en réalité, si ce n'est pas bien préparé, donc ça, l'exécution n'aura pas lieu. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, parfois, vous voyez des marchés dont l'exécution cause problème, mais le problème, ce n'est pas l'exécution, c'est à la préparation. Parce qu'on dit souvent que l'autorité contractante, ça dit soit les agences ou bien les ministères, en début d'année, ils doivent évaluer l'ensemble de leurs besoins. Et pour dire qu'on va acheter, on va construire des édifices, on va acheter des fournitures, on va faire des prestations intellectuelles, etc. Et ils doivent évaluer cela en fonction de leur service. Maintenant, c'est en fonction de ça maintenant que le budget, parce qu'avant de parler de marché public, il faut parler du budget. Parce qu'il n'y a pas de marché public s'il n'y a pas de budget. Donc l'argent, c'est ça qui détermine les conditions donc, des marchés publics. C'est pourquoi le besoin que les agences et ministères font chaque année, les marchés publics, c'est pourquoi on dit souvent qu'en octobre déjà, il y a les plénières au niveau de l'Assemblée nationale. Et tous ces plénières-là, donc le vote du budget, c'est ça qui va déterminer la suite. Parce que, par exemple, un ministère X, on lui donne 3 milliards de budget voté à l'Assemblée, promulgué par le président de la République. Alors on dit, dans ces 3 milliards-là, dites-nous qu'est-ce que vous faites au niveau des dépenses qui sont éligibles. Parce qu'il faut bien encadrer, il y a des dépenses éligibles et des dépenses non éligibles au niveau des finances publiques. Parce que les marchés publics découlent des finances publiques. Donc du coup, les dépenses qui sont éligibles, vous les phasez pour dire que voilà, aujourd'hui j'ai 3 milliards, je dois faire 1 milliard pour ceci, 500 millions pour ça, 100 millions pour cela. Mais tu dois les planifier correctement. Parce que si ce n'est pas bien planifié, les conséquences, c'est après. Maintenant, une fois planifié, on dit que vous avez fait un plan de budget, un plan de travail du budget annuel, le PTBA, comme on le dit souvent. C'est le plan de travail du budget annuel, tu le fais avec tes services déconcentrés. Et après cela, maintenant, vous effectuez ce qu'on appelle le PPM, le plan de passation des marchés, que vous décrivez en activité. En activité pour dire que de telle date à telle date, on fait ça, de telle date à telle date, on fait ça, de telle date à telle date, on fait ça. Donc ça, tout est planifié en avance. Et à partir du 1er décembre de l'année N-1,
ce plan doit être disponible dans une très bonne planification. Alors, chaque acquisition ou travaux ou services effectués qui n'est pas dans cette dynamique est nul et non avenu en droit. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui, dans les marchés publics, faire des achats ou autres sans que ça soit planifié et publié en avance. Parce qu'il y a les règles aussi de transparence qui régissent le marché public. Donc, libre accès des candidats aux services publics, la transparence dans la gestion, mais aussi l'efficacité aussi dans la gestion et dans la gestion du temps. Parce que une année, c'est 12 mois. Donc, il faut tout faire pour que le budget qu'on vous donne pour l'année, que tu puisses l'exécuter correctement pour qu'avant que l'année puisse terminer, que vous puissiez faire votre situation à mi-parcours ou bien en situation d'année pour dire que pour l'argent qu'on m'a donné, voici ce qu'on a fait, voici. Et c'est ça qui amène souvent parfois pour des problèmes. Mais ça sont les préalables à la passation. C'est-à-dire que ces préalables-là, fondamentalement, il y a des acteurs qui l'encadrent. Donc, de l'autorité contractante, de la personne morale à l'agent d'exécution. Parce que prenons le cas d'un ministère, il y a le ministre, c'est la personne morale. Voilà. Donc, il y a les différents services et directions qui gèrent aujourd'hui ce on les appelle des administrateurs de crédit. Chacun a une portion de crédit qu'il gère. Mais convenablement, c'est le ministre qui est la personne morale. Donc, tout ce que ces agents feront, la personne morale, effectivement, sera le ministre, qui doit avoir une visibilité sur l'action des réalisations que les gens font. Alors, maintenant, il y a ce qu'on appelle une commission des marchés et une cellule de passation des marchés pour les ministères et agences. S'il s'agit des projets programmes, on parlera de spécialistes en passation des marchés. Maintenant, la commission des marchés est chargée d'ouverture des plis, d'évaluation des offres, etc. Mais la cellule de passation des marchés, quant à lui, est chargée vraiment de centraliser de l'ensemble des besoins et de les traduire en plan de passation des marchés qui sera publié au niveau de l'organe chargé du contrôle a priori, qui est la DCMP, la Direction centrale des marchés publics, qui est chargée de faire le contrôle a priori de tous les marchés passés par l'administration globalement. D'accord. Alors, si je comprends bien, l'État dégage un budget en fonction, on va dire, des besoins exprimés. Est-ce que généralement, la préparation, il y a un délai imparti pour cette préparation-là en marché public? Oui, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir du 1er décembre, on doit publier déjà la planification. Donc, d'octobre, novembre, décembre, vous avez 3 mois à partir d'octobre, parce que la mise en place du budget, on le connaît déjà à partir d'octobre. Octobre, maintenant, novembre, décembre, on connaît à peu près le budget du ministère ou bien des agences. Maintenant, ces 3 mois-là permettent au ministère de définir leurs besoins globalement et de les traduire en activité à partir de décembre. D'ailleurs, nous ne sommes même pas encore en janvier de l'année concernée. Donc, rien qu'à partir de décembre, on donne le temps de planifier et de publier les marchés que vous devez faire. Maintenant, ça, c'est là-bas où le travail est essentiel. Parce que si c'est sous-estimé ou surestimé, les conséquences, vous allez les ressentir après. Et donc, il est important quand même de faire une très bonne planification à ce stade-là. C'est la planification qui est le nerf de la guerre et qui détermine tout le processus qui va rester aujourd'hui des procédures. D'accord. Alors, restons dans les ministères ou dans les directions, on va dire. Il y a souvent une direction dédiée au marché public. Est-ce une façon quand même de gérer mieux la transparence dans ces différentes directions? Ou souvent quand même il y a des couacs que l'on note aussi dans ces Oui, vous savez, la DCMP est l'organe chargé du contrôle a priori des marchés publics. L'ARCOP, l'ARMP qui est devenu ARCOP aujourd'hui, est chargé de contrôle a posteriori, donc des marchés publics. Mais ça veut dire que l'ARCOP régule quand il y a un problème entre des tiers, les entrepreneurs et les autres contractants, ou bien même entre la direction qui est chargée des marchés publics là, avec les administrations. Parce que s'il y a des incompréhensions ou bien des couacs, l'ARMP est là pour réguler et pour arbitrer. Mais cette direction est essentielle, vu que ça dit aujourd'hui, tout ce que vous faites passe a priori au contrôle, si le seuil est atteint, parce qu'on a mis des seuils de contrôle. Donc si le seuil est atteint, véritablement, ça arrive, la DCMP va jouer un rôle de contrôle a priori. Donc la DCMP a un rôle d'appui conseil. Il faut le dire comme ça. La Direction de marché public a un rôle d'appui et de conseil. Voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, normalement, il ne devait pas avoir de couac
Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de problèmes dans le processus, vu que parfois les acteurs qui sont dans le marché public ne sont pas du métier. Et souvent, c'est ça qui cause le plus gros problème. Si tu n'es pas spécialiste en gestion des marchés, il sera difficile pour la personne de comprendre les mécanismes donc, de passation et de dérouler convenablement le budget selon l'année concernée. Mais vous qui êtes dans le milieu, qui êtes dans les métiers, est-ce que vous avez on va dire des actions à mener pour que ces gens qui ne sont pas du milieu ne puissent pas exercer dans les mais depuis 2007, hein, je pense que les gens sont en train de se battre pour ça. Mais vous savez, le pouvoir de nomination, c'est ça qui cause toujours un problème dans ces pays-là. Parce que souvent, un ministre, il nomme qui il veut. Hein. C'est-à-dire ça, il faut le dire. Si toi, tu es ministre, vous préférez nommer un président de commission des marchés qui ne connaît rien en commission des marchés. Parce que aussi, eux, ils prennent souvent l'aspect confiance d'abord. Avant de voir l'aspect que la personne est du métier ou pas, c'est l'aspect confiance souvent qui vient en premier lieu. Tu peux avoir confiance à M. X, mais M. X ne connaît pas les procédures. Et le mauvais choix d'un président de commission des marchés peut avoir des conséquences terribles. C'est-à-dire, si lui, il rate la phase quand même d'ouverture des plis ou d'évaluation, c'est-à-dire la conséquence, c'est toute la procédure, elle est reprise à zéro. Vous voyez un peu. Ouais. C'est-à-dire que toute la procédure que tu as entamée 3-4 mois derrière est nulle. Donc tu seras obligé de tout reprendre. Si tu as un coordonnateur de cellule de passation de marché qui ne connaît pas les procédures clairement, il ne pourra pas contrôler le tableau de bord. C'est comme une voiture que tu conduis, il y a le tableau de bord. Donc si tu ne sais pas lire le tableau de bord dans une voiture, tu ne peux pas voir correctement le plan de passation de marché qui est le tableau de bord. Ouais. Et c'est toi qui dois faire l'alerte, parce que les gens définissent en début d'année la périodicité des événements. Donc en tant qu'expert en marché public, si tu n'as pas un regard sur le clignotant rouge pour alerter, pour dire écoutez, on a dépassé tel ou tel délai, vous laissez les choses se faire donc, correct, comme ça, et forcément aussi il y a des conséquences parce que vous aurez un retard dans l'exécution de votre programme. Et ces retards impactent malheureusement la société, vu que quand même les règles des marchés publics, il faut le dire, répondent aux règles des ODD, donc des objectifs de développement durable, qui sont dans la dimension économique, sociale et environnementale. C'est-à-dire que ces trois aspects-là, c'est-à-dire que ça impacte directement la population si un quelconque problème est senti au niveau de la préparation. Aujourd'hui, vous verrez qu'on te dit que tel marché, il y a un retard d'exécution, etc. Mais si tu suis le processus, ça dit que le problème est depuis la préparation. Absolument. Alors, de la préparation jusqu'à l'attribution du marché, il y a quand même un processus également à faire, dont le lancement. Est-ce que pour le lancement des marchés publics également, il y a des conditions à respecter pour lancer un marché? Oui, parce que donc la règle de transparence déjà, c'est qu'il faut publier. C'est-à-dire, quand vous montez les dossiers avec les services techniques, il est bon de l'inscrire dans le plan de passation des marchés et de définir la date de lancement. Parce que dans le plan de passation des marchés, il est mis date de lancement, date d'attribution et date d'achèvement. Donc, c'est calé. La date de lancement, vous lancez un appel d'offres ouvert, je peux prendre cet exemple-là. Vous le lancez, mais avant le lancement, il y a les préalables. Il faut que le dossier d'appel d'offres soit fait déjà par les services techniques. Alors, les services techniques qui font le dossier en conformité du budget estimatif que vous avez calé. Maintenant, si vous estimez que le budget est à 200 millions, alors vous lancez le marché pour dire que le marché est à 200 millions, mais peut-être le monsieur X, le soumissionnaire ou l'entrepreneur, il ne sait pas le budget, c'est 200 millions. Quand vous publiez dans le portail des marchés publics, dans le SIGMAP, le système de gestion des marchés publics, alors la DCMP va publier et les soumissionnaires et entrepreneurs regardent aujourd'hui le portail des marchés publics pour voir quels sont les marchés qui sont prévus dans l'année. Alors, si vous voyez que le soumissionnaire que ça intéresse, maintenant, une fois que le dossier d'appel d'offres est fini, il faut le soumettre pour avis à la DCMP, à la Direction des marchés publics, qui a 15 jours pour voir si le dossier répond aux règles des exigences donc, selon le Code des marchés publics. Alors, donc, si le dossier, si vous obtenez un avis de non-objection, c'est-à-dire pour dire qu'il n'y a aucun souci, maintenant, vous lancez et la période, c'est 1 mois. 30 jours calendaires, 30 jours calendaires, top chrono pour que les soumissionnaires, dès l'instant que vous publiez au niveau national,
et, dans les et au niveau du portail marché public, les gens que ça intéresse puissent venir acheter le dossier d'appel d'offres chez l'autorité, le consulter, préparer eux-mêmes leur offre pour venir déposer à la date inscrite au niveau du dossier d'appel d'offres. D'accord. Tantôt, vous avez fait allusion à 200 millions à titre d'exemple. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a un seuil à ne pas dépasser quand on lance un appel d'offres? Vous pouvez lancer un marché à 20 milliards. D'accord. Il n'y a pas de seuil. Okay. Non, ça dépend maintenant du besoin et du seuil. Parce que quelqu'un qui achète aujourd'hui, disons, du mobilier de bureau, on connaît après les prix sur le marché. Voilà, donc on peut pas on fait le mobilier. C'est différent aujourd'hui que tu lances des travaux quelque part où les travaux, ça coûte extrêmement cher. Donc aujourd'hui, peut-être, vous pouvez avoir des mobiliers pour équiper, par exemple, toute l'administration, 100 millions, par exemple. Mais quand il s'agit des travaux, vous allez être jusqu'à 300 millions, 400 millions, 500 millions, 1 milliard. Parfois, moi, il m'arrive que les gens lancent des marchés jusqu'à 6 milliards, 7 milliards. Donc ça dépend des besoins qui sont exprimés. L'essentiel est que ce budget existe déjà. Parce que si ce budget n'est pas là, on ne peut pas lancer ces marchés. Donc ça, c'est la condition sine qua non pour le faire. D'accord. Alors quand on lance un marché, il y a forcément des soumissionnaires, comme on les appelle. Mais au bout du compte, il y a un seul qui sera gagnant. Qu'est-ce qui fait que l'un a plus de chances de gagner que les autres? Parce que les autres, ils ont eu commis, on va dire, des erreurs dans la mise en place de leur dossier. Ou qu'est-ce qui se passe pour que certains dossiers ne soient pas éligibles? D'abord, il y a la préparation. C'est-à-dire que les entreprises ne travaillent pas de la même manière. Et quelqu'un qui veut gagner, il se donne tous les moyens de gagner. Je peux le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il prépare convenablement son dossier d'appel d'offres. Parce que dans le dossier d'appel d'offres, le DAO, comme on l'entend, il y a les critères de qualification qu'on met dedans et les critères de conformité qu'on met donc dans le dossier d'appel d'offres. Donc, une fois que même vous publiez dans l'avis d'appel d'offres, on te dit voici les exigences pour être qualifié. Déjà, si vous pensez que c'est 8, 9, 10 exigences, vous les satisfaisez, donc vous pouvez y aller. Mais ce qui est malheureux, c'est-à-dire que certaines entreprises voient d'abord les exigences, ils savent qu'il y a une exigence même dont ce n'est pas bon, mais ils préfèrent quand même y aller. Et pourquoi? Dieu seul sait pourquoi. Mais parce que s'il te manque une exigence, concourir en marché public ne sert à rien du tout. Parce que à l'évaluation, chaque exigence que tu rates, vous êtes exclu. D'accord. Et vous êtes exclu. Donc il est impératif que souvent, il faut prendre parfois des hommes de l'art, parfois, pour vous aider dans la préparation des dossiers. Parce qu'un dossier, ça se prépare. Il y a un dossier technique, il y a un dossier administratif et il y a un dossier financier. Donc c'est pourquoi le dossier technique, tu peux avoir des ingénieurs internes qui te font la préparation technique. Le dossier financier, tu peux avoir un DAF ou bien un comptable qui te font la préparation financière. Et la préparation administrative aussi, peut-être tu peux avoir un DRH, je ne sais pas moi, qui peut te faire la préparation administrative. Parce que ces trois-là vont de pair. Donc le mieux, c'est d'avoir des hommes du sérail, comme on dit, pour oui, tout ça. Parce que quand même, en fait, il faut au Sénégal, les gens puissent comprendre comment les gens font les marchés publics au Sénégal, c'est pas bon. Donc, de 2007 à maintenant, les gens font les marchés publics, ils pensent que c'est quelque chose où, voilà, c'est du copinage. Voilà, tu vas, tu règles les choses par-ci et par-là. Mais si on respecte tranquillement les marchés publics, dans leur conformité et dans les exigences, très honnêtement, c'est extrêmement positif pour les entreprises sérieuses. D'accord. Voilà. Pour les entreprises sérieuses, je pèse bien mes mots, parce que quand même une entreprise qui n'est pas sérieuse, tu lui donnes un marché, ou bien tu trafiques des choses pour lui remettre ce marché-là, in fine, ce n'est pas que l'entreprise que tu vas léser, mais c'est toute une société que tu vas léser, en réalité. Parce que le marché ne sera pas bien exécuté. Les bénéficiaires, parce qu'il y a toujours un bénéficiaire dans les marchés publics. Et les bénéficiaires, c'est la population, globalement. Donc, in fine, si le marché n'est pas bien exécuté, le bénéficiaire ne verra pas les retombées. Alors que celui qui est là, par exemple, je donne le marché pour des engrais. Si ce n'est pas bien traité, le paysan qui est au Sine Saloum, qui n'a que faire vraiment des procédures qui sont là, lui, ce qui l'intéresse, c'est que vous lui donnez les semences en bonne et due forme. Si les marchés sont trafiqués ou bien les semences qu'on donne ne sont pas
quand même de qualité, vous verrez la conséquence. Une fois que ça arrive à ce niveau-là, les récoltes ne seront pas bonnes. Donc, c'est des effets, donc cause à effet. Chaque acte posé, il y a des conséquences. Alors, positives ou comme négatives. Vous avez touché du doigt un mal que certains dénoncent. Quand on attribue des marchés par, on va dire, copinage, certainement il y a des conséquences à long terme, comme vous l'avez dit. Est-ce que notre soumissionnaire qui est au courant de ça, qui a dû vendre ça, peut, bien la loi lui permet de dénoncer cette... Oui, même dans le code de l'administration globalement, il y a des procédures de recours qui sont là. C'est-à-dire que l'entreprise qui se sent lésée, aujourd'hui on peut même publier un dossier d'appel d'offres, c'est-à-dire on peut même faire un avis pour publier un dossier d'appel d'offres. Quand l'entreprise achète le dossier d'appel d'offres, si l'entreprise veut réellement gagner le marché, il peut regarder le dossier et sortir même les failles du dossier et faire un recours déjà sur le dossier. Parce que le dossier, même si ça passe à la DCMP, il y a un avis favorable, que ça passe dans tous les mailles du filet, si le soumissionnaire a des potentiels pour détecter les manquements dans le dossier, il peut faire un recours. À défaut, il fait peut-être une demande d'éclairage, on peut l'éclairer. S'il n'est pas satisfait, il fait un recours sur le dossier. Parce que parfois, il y a des termes discriminatoires qui sont mis et qui sont logés dans les circuits du dossier. Parce que c'est un dossier où il y a énormément de choses à faire. Donc si tu regardes tout, moi en tant que soumissionnaire, on me dit, écoute, c'est un marché de fourniture de bureaux, il faut 5 ans. Il faut 5 ans pour participer. Moi, je peux dénoncer ce dossier-là pour dire que ce n'est pas normal. Parce que d'abord, dans les règles de transparence, on a des libres accès à la commande. Est-ce que pour acheter des fournitures de bureau ou bien des cartouches, on a besoin d'avoir 5 ans d'expérience? Il faut voir. Donc, si tu te sens lésé par ça, tu peux faire un recours auprès non seulement de l'autorité qui a fait le dossier. Au bout de 3 jours, si tu ne réponds pas, tu peux saisir l'ARCOP. Et l'ARCOP se prend dans vraiment le truc de saisir l'autorité et de stopper la procédure. Parce que parfois, ils ne savent pas. Mais si vous savez, vous connaissez les enjeux, c'est pourquoi je dis de la préparation à l'exécution, chaque phase elle est importante. Donc non seulement tu peux faire recours à la phase dossier d'appel d'offres, mais si on a attribué le marché à quelqu'un dont tu penses qu'après l'ouverture des plis, il y a dysfonctionnement dans l'attribution, et tu peux aussi faire un recours. Mais à l'attribution, tu ne peux pas faire un recours sur le DAO. Dans les 30 jours, si le DAO, il n'y a aucun recours et que le marché est ouvert dans les conditions, personne ne pourra attaquer le dossier d'appel d'offres en ce moment. D'accord. C'est protégé. Maintenant, l'évaluation qui va durer 15 jours, parce que c'est encadré, au-delà de ces 15 jours à 8 clos, si les résultats sont sortis, toujours que l'autorité va demander l'avis de la DCMP sur l'attributaire provisoire. La DCMP aussi va donner un avis favorable ou défavorable. Si l'avis est favorable, les gens qui sont lésés, vous devez les notifier le pourquoi ils ne sont pas passés. Donc si vous recevez la notification de ton rejet, vous regardez est-ce que cette notification est bonne et fiable. Sinon, vous pouvez encore faire recours au niveau de qui de droit pour dire que vous contestez les résultats. D'accord. Alors, de la préparation, on est passé aussi aux procédures de lancement. Quelle est la prochaine étape quand toujours on fait les processus de lancement? Déjà, dès l'instant qu'il y a ouverture des plis, évaluation, il y a attribution. Maintenant, quand il y a attribution, on est à la... Parce que là-bas, on est carrément à la phase de signature donc, du projet de contrat. Donc, une fois que l'attributaire... Parce que quand vous définissez un attributaire, vous le publiez. Et vous le publiez, ça prend 7 jours à 10 jours de recours. Si personne ne fait maintenant un recours, M. X a gagné le marché, vous signez avec lui un projet de contrat, vous soumettez le dossier à la DCMP pour examen juridique et technique. Une fois que la DCMP aura validé tout le processus avec l'attestation des centres de crédit en bonne et due forme que vous délivrez, alors le contrat est signé avec l'entreprise, mais parce que dès l'instant, ça c'est la phase de souscription. Vous souscrivez au niveau du contrat et ensuite le dossier part au niveau du ministère de l'économie et des finances pour l'approbation. Parce qu'à un certain seuil, c'est le ministre qui approuve et à un certain seuil, c'est le ministre des Finances qui approuve. Donc tout ça, c'est phasé par des seuils. Voilà. Et à ce moment maintenant, Michel a le contrat. Maintenant, on est dans la phase d'exécution du contrat.
D'accord. Alors, la phase d'exécution sera le sujet de notre prochain numéro. Ouais. On va vous remercier, M. Ibrahima Cissokho. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci à vous, M. Ba, de m'avoir invité. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes manager spécialiste en prestation des marchés, expert en gestion des contrats et en finances publiques, consultant international en prestation des marchés publics. Cissokho donc était l'invité de ce numéro, toujours sur Ecomédia. Rendez-vous prochainement avec un autre numéro, toujours avec notre expert international. À très bientôt. Merci.